tous et à toutes. Bonjour sur YouTube et sur Spotify. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau podcast. Désolé déjà ceux qui me voient sur YouTube, voilà, il y a de la lumière là. J'ai pas réussi à l'enlever. Bref, aujourd'hui, débrief triste débrief donc de l'UFC London. Excusez-moi là, sur YouTube, vous allez avoir un petit bug micro que je vais rapprocher vers moi. C'est parfait. Donc, je disais, petit débrief de l'UFC London qui opposait Movsar Evloev à Leron Murphy. Beaucoup de vols, beaucoup de choses à dire. C'est triste pour encore une fois nos Français, nos francophones, encore une fois des défaites. Et BSD reste donc le seul Français et Belge mélangé à avoir gagné en 2026 à l'UFC. Et c'est assez triste. Des gros combats tout de même, beaucoup de choses à dire sur cette carte. On va la débriefer. Comme on fait d'habitude, on va partir donc du début de la carte prélim pour arriver au main event. Main event avec beaucoup de choses à dire. Voilà. Est-ce que c'est un vol ou pas? On va débriefer tout ça. Mais avant ça, eh ben, les amis, on va revenir sur cette carte préliminaire. Ou donc sur cette carte préliminaire, on avait notre Axel Sola national et notre Nosen Keita belge qui était sur cette carte et on va directement y aller parce que bah, les autres on s'en branle. Je vais juste faire un petit aparté sur Mario Pinto qui je vous l'avais vendu comme un gros prospect chez les lourds à suivre. C'est toujours le cas. Ah, victoire à décision. Beaucoup de personnes vont dire alors c'est ça votre prospect, ça a été chiant un peu du control cage. Pour moi, il y a 30 rounds à 0 contre Felipe Franco, c'est une victoire logique. Maintenant, oui, voilà quoi, il a pas le niveau du top 5, il a un style de combat, j'ai peur qu'on le voie dormir dans ses prochains combats, voilà, qu'il prenne un gros KO. Néanmoins, voilà, il devrait faire son entrée dans le top 15, affronter un top 15 dès son prochain combat. Donc voilà, à suivre, ça reste un lourd qui est en 12-0 et qui est invaincu. Donc, à suivre de très près, les amis. Mario Pinto, tout de même. Et voilà, beau combat quand même de Philippe et Franco, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Aussi, le combat d'Antonio Tricoli contre le Lituanien Kondravendičius, là, je vais pas trop voilà, Mantas, je vais pas trop me faire chier à le prononcer. Très très beau combat. Voilà, je vous le conseille d'aller le voir. C'était assez plaisant à regarder. Bref. On va pas s'attarder plus longtemps, vous savez de quoi on veut parler. d'Axel Sola, de Hossein Keita, qui tous deux affronté l'adversaire le plus dur de leur carrière. Et voilà, donc le premier à rentrer, ça a été Hossein Keita qui a affronté Natalie Wood. Très bon combattant Natalie Wood. On attendait beaucoup de Hossein Keita, qu'on nous avait vendu comme le god de l'octagone, un mec avec des énormes finishes, ultra spectaculaires, c'était chiant. Voilà, nous, en tant que Français, en tant que Belges, on a bien aimé le combat parce qu'il y avait de la hype, parce qu'on était un petit peu anxieux de ce qui allait se passer, qu'on avait un peu peur. Mais les gars, en réalité, c'était juste chiant. C'était 3 rounds un peu chiants. Assez dommage parce que Nathaniel Wood, c'est pas spécialement un combattant chiant, on s'en souvient, face à Morgan Charrière, quand il avait gagné, c'était un beau combat. Et je crois même qu'ils avaient eu un bonus, hein. Donc voilà, la victoire face à Losene Keita. Split décision tout de même. Beaucoup de personnes voient un vol. Je pense quand même que Nathaniel Wood en a fait un peu plus. Pour moi, quand même, c'était un 50-50. Au moment où le combat s'est fini, je me suis dit, ah, pour moi, victoire de Losene Keita, mais ça va franchement pas une belle victoire. Et finalement, c'est pas lui qui a gagné. Pour l'avoir revu, après, je me dis, ouais, bon, potentiellement, Nathaniel Wood en a fait un peu plus. Pour moi, c'est un 50-50. La split décision, elle est justifiée. Maintenant, voilà, pour le Séné Keita, c'était quasiment invaincu à l'octagone avec des KO de dingue. T'arrives, tu rates ta pesée d'appareil face à Prestro Pitbull, tu fais un combat assez ennuyant face à Nathan Wood, et en fait, finalement, j'ai l'impression que c'est ce qui arrive à tous les combattants qui viennent du notre orga, qui ont déjà fait, qui ont leur hype, qui viennent du notre orga. On a vu avec Aaron Pico qui arrive donc à l'UFC, qui est finalement pas terrible. Patricio Pitbull aussi, qui arrive à l'UFC, qui est pas terrible. Finalement, on aura donc Aaron Pico contre Patricio Pitbull très bientôt. Oh,
Il était sur cette carte MVP Michael Venom Page aussi. Une fois qu'il arrive à l'UFC, ça devient chiant, c'est plus très spectaculaire, même si encore là on est sur un autre registre. Et finalement, c'est un peu ce qui est en train d'arriver à Losene Keita, arrivé à l'UFC, on eut le vent comme le futur champion, un nouveau prospect, un mec ultra dangereux, et finalement, tu vis 3 rounds pas spécialement ouf, un peu chiantos, où le Keita perd à la fin. Donc, euh, donc voilà, j'ai trouvé que les deux se sont un peu trop respectés à mon goût. Et voilà, ça, le Keita aurait dû en faire un peu plus. Et franchement, elle se joue à rien, cette victoire du côté de Nathaniel Wood. Et donc voilà, le Keita la balance aurait très bien pu pencher de son côté. Maintenant, Nathaniel Wood, c'est un très très bon combattant. Un mec qui devrait rentrer dans le top 15, qui devrait même rester un petit moment dans le top 15, même si je le vois pas devenir champion un jour. Donc voilà, faire une victoire assez, une défaite assez mitigée, assez serrée comme ça, quand même, ça prouve que le Sonic Keita a le niveau UFC. On l'a vu, on n'est pas non plus sur oula, qu'est-ce que c'est que ça? Non, on voit que le Sonic Keita a bien le niveau UFC. Maintenant, à voir ses prochains combats, comment il va les appréhender pour revenir. Et voilà, donc là, il devrait normalement, dans son prochain combat, affronter un mec un peu en dessous de Nathalie Wood, donc ça devrait même bien se passer pour lui, mais voilà, donc assez décevant, et même si ça avait été une victoire, j'aurais tenu à peu près les mêmes propos, que c'est assez décevant, mais voilà. Juste après, donc, on a eu un combat très stressant, Manson Jones affrontait Axel Sola, gros match-up pour Axel Sola, énorme guerre, les amis. Qu'est-ce que c'était que ce combat de fou là? On est sur le combat de la soirée. Déjà, ils ont eu le bonus de 100K. On est sur le combat du mois, à mon avis, pour l'instant. Alors, il reste quoi? Il reste un UFC avant la fin du mois. Donc, il peut encore peut-être se passer des. En plus, ça a des Senior Fighter. Donc, voilà. Mais énorme combat de notre Axel Sola National. 3 rounds de folie, franchement. Le premier round, je le donne à Axel qui met Manson Jones au tapis. On a habitué à voir Manson Jones au tapis parce que Bella Jockey avait fait exactement la même chose à l'UFC Paris. Second round, une guerre de fou. Je mets un peu plus en faveur pour Manson Jones. Et troisième round, encore une fois, un troisième round de dingue en faveur de Manson Jones. J'ai trouvé quand même qu'Axel a commencé à abandonner à 2 minutes de la fin où on le voyait un peu moins tenter de choses comparé à Manson Jones. Tenter des amener au sol un peu qui venaient de nulle part à 30 secondes de la fin. Bon. En même temps, il prend 2 knockdowns, il devait plus très bien voir. Gros combat, combat de la soirée. Axel Sola, on l'a vu qu'il avait du cœur et ça, c'est bien. Maintenant, voilà, c'est coach, il disait de passer le bras gauche en ligne, c'est ce qui se serait passé. J'ai trouvé que Axel, dès qu'il se faisait toucher, ça se faisait ressentir, alors que Manson Jones, dès qu'il se faisait toucher, il continuait d'avancer. On le sentait pas spécialement autant dans le mal que Axel. Voilà, on a vu quand même Axel danser, des petits. J'ai mon écran qui s'éteint, pardon. On a eu quand même des petites alertes sur le menton, ce que je vous avais prédit. Souvenez-vous, j'avais prédit qu'Axel gagnerait le premier round, que le second round serait à Manson Jones et qu'Axel gagnerait le troisième round et que ça serait une victoire à décision ou un finish au troisième round. Finalement, Manson Jones a fait au troisième round ce que je pensais qu'Axel Sola allait faire. Mais sinon, ouais, c'est à peu près comme ça que j'avais quand même prédit le combat. Et voilà, ça a penché de l'autre côté. Combat serré. Il y a 2 rounds à 1. Ils sont nets quand même, le second et le troisième round du côté de Manson Jones. Surtout le troisième, que je trouve où Manson Jones a largement plus fait. Le second et c'était assez serré. Mais voilà, bon, de toute façon, Axel Sola savait qu'il avait perdu. On le voyait au moment de la décision que voilà, il était pas choqué, bien au contraire. Énorme guerre, beaucoup de respect entre les deux. On a vu donc comment il s'appelle, Dustin Poirier faire un commentaire là-dessus, qui les félicitait. Donc voilà, on est sur une défaite, la première en carrière. Pas face à n'importe qui, faut se le dire aussi. Et voilà, c'est une défaite qui va très bien venir parce que Manson Jones, faudra le suivre. C'est un excellent, très 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 bon combattant, ultra divertissant. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça reste quand même. En fait, c'est le type de défaite où même quand tu perds, c'est pas bien grave, tellement que c'est spectaculaire.
Et Morgan Charrière avait fait ce combat et c'était contre Nathaniel Wood à l'époque, où ils avaient fait ce combat. Ils avaient été Fight of the Night. Morgan avait perdu, mais ils avaient aussi été Fight of the Month. Et même si c'était une défaite, on s'était dit, bon, c'est une défaite, mais c'est pas une très grosse défaite, donc ça va. C'est une défaite tellement spectaculaire que ça va. Donc, énorme guerre. Je pense que voilà, l'UFC va continuer à considérer Axel Sola parce que là, après ce combat, ils vont se dire waouh, là on tient quelque chose, on tient un mec spectaculaire qui a vraiment pas reculé et qui était surpuissant. Maintenant, à voir ce que ça va être la suite d'Axel. Est-ce qu'il reste dans cette KT des moins 71 ou est-ce qu'il monte? Voilà, ça c'est autre chose, on verra. Je l'ai trouvé vraiment monstrueux dans la cage face à Manson Jones. Il y avait une différence. Voilà, est-ce qu'il était pas trop fatigué de son cutting aussi? Il y a plein de choses qui viennent, voilà, qui rentrent dans l'équation. Donc à voir ce que ça va être la suite pour Axel. À mon avis, on va risque de le revoir que qu'en septembre, hein, les amis. Là, on est encore mars, avril, mai, juin, juillet, août, ouais, ouais. Bah, ça ferait 6 mois quand même si il revient en septembre. Donc à voir, peut-être, ouais, mais ça serait, tu vois, au mieux, il revient genre en fin juillet, début août, mais ça veut dire qu'il est pas là à l'UFC Paris. Donc c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Je pense qu'on le reverra, ouais. Il y a de fortes chances qu'on le revoie que dans 6 mois, l'UFC Paris, voilà, en septembre. Donc à voir, bon, à voir ce que ça va être la suite, hein. Il peut prendre des short notice, des trucs, il peut se passer plein de choses. Donc voilà, énorme combat. Waouh, j'étais vraiment choqué d'Axel Sola, que je surkiffe, que je suis depuis super longtemps. Donc ça me fait plaisir, mais voilà, ultra triste que ça soit une défaite. À voir comment l'UFC va le considérer. Encore une fois, j'ai trouvé que voilà, dans les 2 dernières minutes, il a commencé à lâcher et c'est là-dessus qu'il perd. Parce qu'on sentait que tout de même que Manson Jones, il pouvait tomber, même si voilà, Axel, il prend un knockdown, il danse à un moment. Donc aussi, on n'était pas loin de voir Axel tomber KO et ça aurait pu être très dramatique. Donc franchement, ouais, on a eu un combat un peu soporifique entre Lawson Keita et Nathaniel Wood, qui aurait pu, pourtant c'était un match-up fait pour la bagarre, et finalement ça a été un peu soporifique. Et juste après, par contre, le Manson Jones Axel Sola, qui est combat de la soirée quand même, 104 bonus pour Axel. Là, on est sur un tout autre registre, c'était vraiment spectaculaire. Et, euh, et je serais pas choqué de voir Axel Sola sur une carte principale malgré cette défaite pour son retour. Voilà. Si c'est pas l'UFC Paris, parce que si c'est à l'UFC Paris, il n'y a aucun doute qu'il sera sur une carte principale. Donc voilà, les amis, voilà, on va pas plus s'attarder là-dessus, sur ces deux combats. C'est assez triste. Je vais juste faire un petit point, c'est assez triste. Parce que pour nous, Français et Belges, on va dire les deux, BSD a gagné, c'est le seul. Oumar a perdu par soumission au premier round. Noah Cornell a perdu par soumission, je crois, au deuxième ou au troisième round, je sais plus. Axel Sola a perdu. Bella Joki a perdu par TKO, KO. Et Lawson Keita a perdu. C'est que là, ils ont tous perdu, sauf BSD. Pour nous, Français, ça veut dire que là, on est en 1-4. Non, en 1-3, pardon. 3 défaites une seule victoire, celle de Benoît. Surtout qu'en plus, Oumar devait gagner. Bon, pour Noah Cornell, c'est vrai que c'était un match-up un peu compliqué, mais voilà. Et Axel, ouais, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. À voir, voilà. Très prochainement, on devrait avoir une annonce de combat pour Gomis. Peut-être que ça y est, j'ai oublié. Qui devrait être en faveur. En Gann, voilà, on est derrière Gann. On devrait avoir une annonce de combat pour Manon Fiorot aussi très prochainement. Euh, voilà. Voilà, peut-être que Nicolas Leblond pourrait rejoindre l'UFC, Younoussov aussi. Donc voilà, peut-être qu'on aura aussi une signature française dans très très prochainement. Donc à voir comment ça va se passer pour nos Français, pour les prochains, et voilà. Et Morgan Charrière, son combat face à Manuel Costa, c'était en 2025 encore. Donc ouais, je sais plus, je sais plus. Donc voilà. On va passer donc sur la carte principale où, grâce à Dieu, Curtis Campbell a perdu. Je me suis dit, en fait, je le connaissais pas. J'ai regardé un peu, je me suis dit, mais c'est qui ce gay? Franchement, quand je l'ai vu, Short Ross, sa manière, sa tête, là, je me suis dit, why are you gay? C'est qui ce mec? S'il vous plaît, faites que Danny Silva le ridiculise, et c'est ce qui s'est passé. Je vais être très court sur ce combat. Danny Silva a fait le taf, au second round, bam.
Sortez-moi ce gay, oui, voilà, j'allais dire ce gars, mais en fait, ce gay, et renvoyez-le-moi au Cage Warrior ou je ne sais où. Qu'est-ce qu'il fout là? Qui est ce mec? Voilà, je l'aime pas. Je l'aime pas. Après, voilà, le combat qui a niqué mon combiné. Roman Dolizé face à Christian Levan Duncan. Très beau combat. Waouh, Dolizé m'a impressionné. Franchement, je m'attendais pas à ça de Dolizé. Enfin, en fait, c'était un combat assez spécial et Dolizé a essayé de s'adapter à Duncan. Voilà, pour moi, je pense que Duncan prend les deux premiers rounds, Dolizé prend le troisième. Beau combat, franchement, je me suis pas mal amusé devant ce combat. Duncan assure, devrait rentrer dans le top 15 après ce combat. Attention, attention à Duncan. J'ai vu dans ce combat un bon prospect, un futur très bon prospect. Voilà, donc à suivre de très près, très divertissant pour ceux qui n'ont pas regardé ce combat. Voilà, très beau combat et Lauren Duncan très divertissant. Voilà, je pense que c'est une victoire, une très belle victoire. Il a fait le taf. Roman Dolizé a été, voilà, ça a été assez spécial le jeu de Roman Dolizé qui a voulu jouer en striking, ça marchait pas. Au sol, par contre, ça avait la solution. Franchement, le troisième round est très net en faveur de Roman Dolizé. Alors, pour moi, quand j'ai vu le combat, je me suis dit, mais là, il y a trop. C'est Roman Dolidze qui a le combat, il prend le premier round, il prend le troisième. Mais en fait, non, le premier round est assez disputé, mais je l'aurais donné à Duncan. Oui, on reviendra à la fin sur le fait que les combattants anglais et anglo-saxons ont été privilégiés. Excusez-moi, je bois. Donc voilà, Roman Dolidze, très beau combat. Duncan à suivre de très près. Il devrait avoir un beau fight parce qu'il a un peu de hype quand même. Il devrait avoir donc un très beau fight très prochainement. Donc à suivre, voilà, très beau combat. Je vous invite à aller le voir. Voilà, pour le voilà, trois rounds assez marrant en fait. C'était cool, c'est cool à regarder. C'était pas ultra méga technique, mais voilà, ça restait un très beau combat. Ensuite, eh ben, Austin Lane, l'ancien de la NFL, s'est fait mettre KO en 28 secondes sur un coup par Baranowski. Il faudra suivre de très près. Là, par contre, on est sur un nouveau prospect. Il avait battu Ebo Aslam, on le connaissait il y a quelques temps. Il aura fallu que de 28 secondes d'un combine et d'une super droite qui a couché Austin Lane. Et en plus, voilà, l'arbitre a laissé un peu durer le combat. Il y a eu quelques coups. Donc Austin Lane qui râlait à la fin du combat alors que franchement, le combat aurait pu être même arrêté 10 secondes plus tôt. Très sincèrement. Waouh, 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 je suis chaud. Là, franchement, j'ai été choqué de voir ce que j'ai vu. Ça l'a éteint dès le premier coup. Et le crochet est vraiment parfait. Je vous invite à regarder le ralenti. J'allais dire le combat, mais ça a duré 28 secondes. Juste le ralenti. Énorme. Bon, ben, Austin Lane qui va être remercié par l'UFC, à mon avis. C'était son dernier combat dans l'organisation et on le reverra pas. Voilà, qu'il revienne en NFL. C'était un ancien. Pour ceux qui ont pas la ref, c'est un ancien joueur de la NFL qui a fait, qui est venu à un MMA juste après. Donc voilà, et donc il a énormément d'Europe en NFL, mais c'est des mecs qui donc ont pas mal de hype aux US. Baranowski qui donc continue, n'a jamais vu, je crois qu'il n'a jamais vu, ne serait-ce que le second round dans ses 8 combats. Donc à suivre de très près, je pense ils vont lui donner un bon combat pour son prochain. Donc là, round 1, round 1, round 1, round 1, round 1. Ouais. Donc dans sa carrière professionnelle, il n'a jamais vu plus loin que le round 1, tout simplement. Il était venu suite au Darren Cotterlers en gagnant son combat en 20 secondes. Là, il regagne en 28 secondes, c'est énorme. Voilà, grosse carrière. J'ai appris ça avant son combat, grosse carrière en amateur. Donc voilà, c'est des mecs, même s'ils sont qu'en 8-0, ils ont énormément de combats en fait derrière eux parce qu'ils ont 25 combats en amateur. Donc voilà, à suivre de très près, très sincèrement, et l'UFC devrait, à mon avis, lui donner un très bon combat pour la suite. Et c'est dingue, voilà, ça doit taper, à mon avis, ça tape très fort là, parce que c'est pas la première fois que ça arrive, et donc voilà. Bon, il y a pas, je vais pas plus débriefer ce combat, les amis, parce que ça a duré 28 secondes, tout simplement. Donc voilà, je vous invite à aller voir le ralenti, c'est un crochet magnifique et super bien placé. Et ensuite, voilà, un combat qui a fait grincer beaucoup de dents. Et à mon avis, celle de Dana a dû grincer pas mal. Michael Venom Page affrontait Sam Peterson. Et
Si vous êtes fait chier devant Losan Keita, Nathaniel Wood, ne regardez pas ce combat. C'était une purge. Je vous jure, j'ai eu des grosses semaines, une grosse journée, donc à 22h, moi je suis fatigué. J'étais en train de m'endormir sur ce combat, je ne vous mens pas, ce n'est pas une blague, j'ai cru que c'était un combat de meuf. C'est quoi ça? Michael Venom Page arrive à l'UFC, c'est le roi des highlights, c'est genre des KO de fou, des trucs de dingue, et là pourquoi on se fait chier comme ça? Là franchement on s'est fait chier. Victoire logique, 3 rounds à 0 sûrement, j'aurais tendance à dire. Voilà, beaucoup râlé en fait que Michael Venom Page ait eu un match-up comme Sam Peterson, mais en fait quand tu vois le combat tu te dis bah ouais, OK, bah, c'est un peu logique. Donc à voir, déjà qu'il était un peu puni par l'UFC par rapport à ses déclarations. Là, à mon avis, ça va pas renforcer ses liens avec l'UFC. Un combat pareil, voilà, après Michael Venom ça reste Michael Venom Page, c'est une méga star, qu'il fasse des combats chiants ou pas du tout, il va quand même continuer à faire vendre et les gens vont vouloir regarder ses combats. Voilà, il est quand même sur 3 victoires d'affilée. C'est pas n'importe qui. Je parlais des mecs qui arrivaient d'autres orgas, puis après à l'UFC, comme Aaron Pico, comme Keita, comme Patricio Pitbull, et qui sont un peu nullifiés à l'UFC. Là, par contre, Michael Venom Page, en toute honnêteté, depuis son arrivée à l'UFC, c'est qu'une seule défaite contre Yann Gary, et Yann Gary, c'est pas n'importe qui. Donc, euh, donc voilà, mais c'est que des décisions, et franchement, même face à Jared Cannonier, bon, c'était pas le combat du siècle. Donc à voir ce que l'UFC va lui proposer. Je pense que quand même là, sur son prochain combat, ils vont lui mettre un nom, mais voilà, Monsieur Highlight n'est plus du tout Monsieur Highlight, et là, France, c'est assez déprimant juste à regarder, c'était chiant. Voilà, victoire logique et nouvelle victoire, 25-3. Bon, on est plus sur un mec qui va devenir champion, on le sait, mais voilà. Voilà. Ensuite, Luke Riley contre Michael Aswell. J'ai pas compris pourquoi l'UFC a proposé à Michael Aswell. En fait, à la fin du combat, je faisais quelque chose d'autre en même temps. Et donc, j'ai pas compris. Je tourne ma tête et je vois Michael Aswell qui était en train de parler au micro. Euh, donc voilà, je sais pas pourquoi ce qu'il fait dans la vie ce gars pour avoir ce bénéfice-là. Donc face à Luke Riley qui reste eh bien vaincu en 13-0. Et là par contre, ben, va falloir commencer à se poser des questions sur la suite. C'était, je trouvais ça un peu bizarre qu'il soit en co-main event. Pardon. Ouh. Pardon. Non, après, un vrai beau combat. Voilà, victoire logique de Luke Riley. Je vais pas spécialement m'attarder plus longtemps dessus. Parce que, ben voilà, bien joué. J'attends de voir la suite. Je pense pas que Michael Aswell, ça soit le méga combattant qu'on nous a vendu. Donc à voir face à Luke Riley, face à des adversaires bien plus forts, ce que ça donnera, ce que ça va donner. Et voilà. Voilà. Je vais pas plus m'attarder là-dessus. J'ai pas envie de faire une prédiction parce que j'ai juste après. Juste après que je débrief donc. Mosvar Alvarez contre Leon Murphy, le combat des invaincus, très beau combat et c'est un vol. Voilà, c'est un vol les amis, c'est un vol. Alors je vois beaucoup de personnes qui disent non, c'est pas un vol. Le premier round, on va débriefer round par round. Le premier round, Mosvar Alvarez ne fait pas de sol, assez étonnant. Mosvar Alvarez n'a quasiment pas fait de sol du combat, c'était assez étonnant. Est-ce qu'il voulait jouer en striking avec Leon Murphy pour essayer de prendre sa revanche sur le KO qu'il avait pris à l'entraînement? Est-ce que c'était le game plan? Mais ça avait pas l'air de le game plan parce que les coachs, on entendait les coachs de Mosvar Alvarez qui disaient d'aller au sol et il le faisait pas. Bref. Premier round que je donne à Leon Murphy, il en fait un peu plus. Bon voilà, on s'attendait un peu à des rounds comme ça entre les deux. Second round, que je donne à Leon Murphy, pour moi, sur les deux premiers rounds, Leon Murphy en fait plus. Le troisième round est en faveur de euh, Movsar Evloev. Le quatrième round est en faveur de Movsar Evloev. Mais attendez, j'y reviendrai. Et le cinquième round est par contre là, largement en faveur de Movsar Evloev. Sauf que, oui, Movsar Evloev prend le quatrième round, mais putain, en fait, il prend un point de pénalité. Et il en fait pas assez pour que malgré le point de pénalité, il puisse prendre le round. Donc,
Avec le point de pénalité, le quatrième round est en faveur de Leon Murphy, qui est donc qui prend les deux premiers rounds à mon sens, et qui prend le quatrième round. Et voilà, donc Elvoev prend le troisième et le cinquième, mais pour moi, Leon Murphy devait gagner ce combat. Oui, sans le point de pénalité, c'est Mosvaev qui prend le combat. C'est un combat très serré. Mais voilà, au bout d'un moment, il y a un point de pénalité qui, logiquement mis, hein. C'est même pas, oh là, bon, bizarre le point de pénalité. Il met deux coups dans la coquille. En plus, ils sont nets. Donc voilà, franchement, de toute façon, maintenant, en vrai, avec les ralentis, on le voit si les coups ils sont nets ou pas. Et le second est assez net. Donc voilà. Pour moi, Leon Murphy aurait dû prendre ce combat. J'ai l'impression que c'est un vol. C'est pas le vol du siècle non plus. Mais voilà, assez spécial, assez spécial. Donc là, Mosvar aura le droit, je pense que même si l'UFC l'aime pas, ils peuvent pas, ils peuvent pas faire autre chose que ce combat face à Volkanovski parce que c'est pas comme s'il y avait quelqu'un d'autre, en fait. Kevin Velaro est beaucoup trop loin. Oui, j'allais dire Youssef Zafal, mais il est pas du tout dans cette caté. Donc voilà. Non, Zalal. Donc non, 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 mais c'est logique, c'était le combat pour la ceinture. Ah, apparemment, il y a Jean Silva qui pourrait passer devant tout le monde. Franchement, ils l'ont fait avec Diego Lopez. Je pense que Jean Silva aura le droit à un combat pour la ceinture. En fait, là, ce qui serait intéressant, c'est donc de faire un Jean Silva contre Leron Murphy. Et je suis en train de réfléchir, mais pourquoi Je suis en train de réfléchir à un truc, mais Zalal, il est dans cette KT et pourquoi il affronte Sterling? Sterling monte de catégorie? Je ne me suis pas renseigné sur le sujet, j'ai juste vu l'annonce, mais bon, dans tous les cas, il est pas tout proche non plus d'un title shot, mais voilà. Donc en fait, ce que l'UFC devrait faire sportivement, et je serais pas étonné que Jean Silva passe devant, c'est que donc on est un Movsar Evloev contre Volkanovski, qu'on ait un Leon Murphy contre Jean Silva, qui sera un très beau combat. Où là, par contre, pour le coup, je ne sais pas qui gagnerait. Je pense que Movsar Evloev, avec ce que j'ai vu là, ne passe pas Volkanovski. Sincèrement, Mosvar ne passera pas Volkanovski à mon sens, il est quand même en 20-0, c'est ouf, hein. Mais voilà, donc bon, le combat, je m'y attendais, je pensais que ça allait être une décision, c'est ce qui s'est passé. Je pensais que Leon Murphy allait gagner. Voilà. Donc voilà, pour moi c'est un vol. Il y avait trois rounds à deux. Voilà, bon, quand même, félicitations à Mosvar qui a gagné son title shot qu'il a mérité. Même si c'est un vol, tout ce qu'il a fait avant, voilà, voilà. Le title shot, il sera mérité. Je vais juste, voilà, revenir là sur les deux, trois dernières minutes. Sur les juges, l'UFC Londres qui a été ultra en faveur des combattants anglais tout de même. Et voilà, même si à mon sens, je trouve que Nathalie Noun en a fait un peu plus que Losene Keita, j'aurais vraiment pas. Au moment, à la fin du combat, c'est quand je le revois où je me dis, ouais, peut-être Nathalie Noun en a fait un peu plus. Mais à la fin du combat, j'ai cru que c'était un vol. Non, mais même, il y a pas eu que ça, il y en a eu plein d'autres où donc les combattants anglais ont été avantagés. On le sait qu'en Angleterre, ça a toujours été comme ça. Et dans tous les sports, voilà, dans tous les sports, les Anglais sont ultra chauvinisme là-dessus. Et voilà. Donc voilà. Très bonne carte, très bon Fight Night. Je me suis régalé, sincèrement. J'ai trouvé que c'était un bon main event. Alors, beaucoup vont pas aimer parce qu'il n'y a pas eu de finish, parce que voilà, c'était. Franchement, je m'attendais à ça hein, de la part de Mos Varva et Leroy Murphy. Je me suis pas ennuyé. Très bon main event. La carte principale. J'ai trouvé, comme je vous l'ai dit, que c'était un bon combat entre Roman Dolidze et Leon Duncan. Baranowski a fait un bon combat. Luke Riley, en soi, c'est pas si mal. Dani Silva a fait un beau combat. Donc, en soi, la carte principale était pas mauvaise. Et la carte préliminaire était très très bonne. Et là, en combat d'Axel Sola, bon, un peu en dessous pour Keita, Mario Pinto, c'était assez salé. On a eu un très bon combat avec Tricoli et Mantas. Donc, bon. Globalement, ça a resté une bonne carte. Moi, je me suis régalé. C'était aux heures européennes, c'était cool. J'étais très fatigué, donc j'aurais pas eu la foi de. Enfin, si, pour Axel, j'aurais eu la foi quand même de me réveiller, mais de tout regarder pas trop. Le week-end prochain, les amis, on a le retour d'Israël Adesanya. On va juste. Je ferai une preview dans la semaine. Est-ce que ça vaut le coup? Allez, je vais vous dire si ça vaut le coup. On a Ricky Simon qui revient. Bruno Lopez qui revient. Allez, ça peut être intéressant. Cassie O'Neill chez les femmes qui reviennent. Un peu intéressant.
Jesse Hooper que j'aime beaucoup qui revient, en plus on a Tibura qui revient contre Fortune, OK, ouais, ça peut se débriefer. Terrence Mann contre Kyle Hanson, OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Harris contre Michael Chiesa. Ouh là, Michael Chiesa qui continue à être aussi haut sur les cartes. Alexandre Grasso contre Barber, ouais, ça peut être intéressant. Il sera à Adesanya Joe Fiver. Bon, je pense faire un petit débrief pas très long d'une quinzaine de minutes. Et voilà. Donc, les amis, on va se quitter. On va se quitter. Très bonne carte. Et voilà, on espère que revoir le Séné Keita assez vite. Je pense que le Séné Keita, il n'a pas pris énormément de coups, donc on pourrait le revoir en juillet-août. Et voilà, et on espère voilà, tout le mieux pour Axel Zola et qu'il revienne assez vite et en pleine forme. Allez, les amis, c'était le duel. Portez-vous bien et au revoir.